Bonjour Joanne. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue à toutes et à toutes à cette nouvelle conférence de la Financière Investissement que j'ai le plaisir d'organiser avec Vincent Aubras, spécialiste reconnu des marchés obligataires et responsable de la toute première plateforme de financement alternatif à La Réunion, Albius Financement. Un grand merci Joanne d'animer et de participer à ce rendez-vous. J'ai le plaisir de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jean-Marc Meunier, le gérant de la Financière Investissement, un cabinet de gestion privée de patrimoine dédié aux particuliers et aux entreprises, présent en métropole et à La Réunion depuis 2005. Alors aujourd'hui, on vous propose un rendez-vous principalement dédié aux chefs d'entreprise réunionnais, ainsi qu'à nos confrères, experts comptables, commissaires aux comptes et directeurs administratifs et financiers. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'accueillir Abdoul Alala, président de l'Union nationale des professions libérales à La Réunion et élu au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, mais également Jean-Philippe Gontier, président et fondateur de la plateforme de financement les entrepreneurs en métropole. Aujourd'hui, en fait, nous allons aborder un sujet très, très important, un sujet très sensible. En fait, il s'agit du financement des petites et moyennes entreprises. En fait, vous allez découvrir aujourd'hui comment nous pouvons tous, en bonne intelligence, permettre aux entreprises et aux particuliers d'investir une partie de leur trésorerie ou de leur épargne dans le tissu économique réunionnais avec de la lisibilité, de la transparence et de la sécurité. Très bien. Jean-Marc, est-ce que tu es en train de dire qu'on est à l'aube de créer un écosystème, un petit peu comme à l'instar des Allemands, nécessitant à la fois des investisseurs et des particuliers, des investisseurs et des entreprises locales? Est-ce qu'on est là-dessus? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est un petit peu… En tout cas, nous aimerions suivre un petit peu le modèle allemand qui fonctionne très bien, ce qu'il a d'ailleurs bien protégé, mieux protégé de cette crise Covid et des crises précédentes. On a vraiment un problème sur le financement en métropole et en France, mais également bien sûr à La Réunion. Donc c'est vraiment un mode de financement qui répond à la fois aux problématiques de financement et de demande d'investissement de nos entreprises. En fait, on peut dire que le financement alternatif permet aux entreprises en croissance ou tout simplement en besoin de financement de mieux faire face à l'évolution d'une société qui est en pleine mutation. Nous le savons tous, cette crise Covid accélère une transition vers un nouveau modèle économique qui est à la fois porteur d'espoir, mais également de nouvelles contraintes. Alors peut-être, juste avant de démarrer, Joanne, moi ce que j'aimerais, c'est, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser que sans une rencontre fortuite à Bruxelles avec un ami et compatriote belge, bien sûr toujours les Belges, je suis belge, je n'aurais jamais rencontré vraisemblablement Vincent Aubras. Et on le dit souvent, le hasard fait très très bien les choses. En fait, on peut dire que de cette rencontre est né un projet, rendre accessible aux petites et moyennes entreprises un mode de financement habituellement, je dirais, réservé aux seules grandes entreprises. Génial. Je vais donc, du coup, laisser la parole à Vincent. Vincent, merci de te présenter à nous et de présenter les contours de la plateforme Albius Financement. Oui. Donc voilà, bonjour à tous. Vincent Aubras. Donc voilà, effectivement, comme expliquait Jean-Marc, on s'est croisés en Belgique il y a 3 ans et voilà, on a commencé à discuter un peu des problématiques de financement de La Réunion. Mon parcours en fait est double. J'ai été une première partie de ma carrière, j'ai travaillé sur les marchés financiers, notamment sur la partie gestion de fonds obligataires où j'étais gérant de portefeuille en Belgique, à Bruxelles, chez Candriam Asset Management. Donc une problématique que j'ai longtemps suivie. Et voilà, étant réunionnais de souche et de base, à un moment donné, ça se voit pas. Le Nord, c'est bien, mais j'avais envie de rentrer à La Réunion et donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai un peu mis entre parenthèses la partie carrière financière pour aller sur la gestion d'entreprise et donc le rachat d'une entreprise. Et donc, une petite entreprise, on est arrivé à une 40aine de salariés, donc plutôt une PME. Et j'ai connu, comme tout chef d'entreprise, des difficultés. Et du coup, en 2018, une difficulté que peut connaître des chefs d'entreprise, c'est redressement judiciaire d'une des entreprises. Avec donc là, la recherche assez rapidement, de par mes connaissances, d'un fonds de retournement
Mais malheureusement, les fonds de retournement, ça n'existe pas à La Réunion. C'est très peu connu, absolument. Voilà. Donc, j'ai été un petit peu contraint de le faire sans. Donc, travailler pour le redressement de la boîte, obtenir un plan de continuation sur la structure. Et je me suis vite, en fait, posé la question, comment pouvoir ramener, en fait, mes collègues un peu à prendre part, en fait, de cette problématique de financement à La Réunion. Et du coup, comment est née un peu l'idée d'aller chercher, en fait, dans un premier temps, la partie fonds d'investissement, ramener des fonds d'investissement à La Réunion, ce qui n'est pas simple parce qu'on est à La Réunion. Et donc là, pour le coup, on comprendra ce que ça veut dire être à La Réunion. Et donc, du coup, je me suis fortement intéressé à la partie crowdfunding. Donc, voilà un petit peu la genèse, on va dire, et la réflexion sur la création de Albius Financement. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. On va passer maintenant la parole à Abdoullah. Bonjour, Abdoullah. Est-ce que vous pourriez nous dresser un décorum, tout simplement la problématique rencontrée par les entreprises réunionnaises en matière de financement? Oui, écoutez, je vais essayer. En tout cas, merci à Jean-Marc et merci à toute son équipe. Merci à Joanne de me passer la parole et de me permettre d'intervenir donc, sur un sujet qui, pour moi, est très extrêmement important, surtout à l'heure actuelle, qui est le financement des entreprises et notamment des plus petites. Je vais plutôt vous donner mon sentiment d'expert comptable et je salue également des nombreux confrères qui sont connectés aujourd'hui. J'en ai reconnu certains parmi les participants. Ils partageront tous avec moi cette idée qu'à La Réunion, nous avons une structure d'abord d'entreprise qui est constituée principalement à plus de 97% par des TPE, des entreprises petites de moins de 10 salariés. Et quand on est une petite entreprise et qu'on a une création, une histoire récente, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, à La Réunion, dans les années 2000, moi j'exerce, je suis un peu plus âgé que Vincent, et donc je suis rentré moi en 1992 et donc j'exerce depuis plus de 25 ans cette profession d'expert comptable à La Réunion. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent à nous voir pour les accompagner. Ils viennent créer leur entreprise parce qu'ils ne trouvent pas un emploi, parce qu'ils ont été licenciés, parce que c'est difficile de s'insérer sur le marché du travail. Et donc, on leur a vendu cette belle idée qui est, si vous n'avez pas d'emploi, créez votre propre activité. Malheureusement, on leur demande de créer une activité, mais on ne leur donne pas les moyens pour comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et souvent, nous, on s'est un peu plaint, quand je dis nous, ce sont les experts comptables, les professionnels, on s'est plaint que finalement, on n'a pas un permis. Vous avez un permis pour conduire une voiture, mais vous n'avez pas de permis pour diriger, pour manager une entreprise. Et donc, on lance ces petites entreprises qu'on lance, ces chefs d'entreprise qui n'ont pas de culture économique ou managériale ou financière. Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont créer leur entreprise avec une mise de départ qui est parfois minime. Ce sont des gens qui sont sans emploi, qui ont des difficultés sur le plan financier et économique. Ou alors, ils vont créer ça avec ce qu'on appelle la love money, la somme d'argent que la tante, l'oncle, les parents ont emprunté. Ils vont créer une entreprise avec donc, très, très peu de moyens. Donc, dès le départ, on s'aperçoit qu'on a une structure financière qui est déséquilibrée. On a peu de fonds propres. En face, on a des investissements qui sont tant bien que mal financés. Et on verra aussi qu'au départ, on a une certaine frilosité des partenaires financiers, notamment des banques à La Réunion, pour les accompagner. Et là, je ne tire pas sur les banques parce qu'elles ont aussi leurs propres critères de risque. On connaît tous BAL 3, la reconstitution des fonds propres et la gestion prudentielle qu'elles doivent avoir. Et donc, on a une entreprise qui se crée avec peu de capitaux stables, des investissements qui sont financés de manière bancale. Et donc, on a déjà, dès le départ, je dirais, de mauvaises bases pour partir. Vous rajoutez à ça, à La Réunion, et vous le savez, je crois que ceux qui nous écoutent partageront cette impression-là, le fait qu'on a malheureusement des cycles d'exploitation qui sont assez lourds à financer parce que vous avez les stocks qui sont un peu plus importants qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que on importe pratiquement tout dans nos entreprises. Il faut les stocker. Rajouter à ça quand même des habitudes pour ceux qui ont des créances clients, pour ceux qui travaillent en B2B et donc qui ont forcément un poste client à financer, la difficulté de recouvrer des créances. Alors, on s'aperçoit qu'on a de l'autre côté un facteur aggravant qui est celui d'une inflation des besoins en fonds de roulement. Donc, vous faites le calcul entre un fonds de roulement qui est insuffisant,
un BFR qui a tendance à augmenter, ben, vous voyez très bien que tout de suite, le problème qui se pose à ces petites entreprises, c'est le problème de la trésorerie, le problème du financement. Alors, face à ça, je l'ai dit, quelles sont les solutions qui existent? On a bien sûr l'argent que peut nous prêter notre tante, mais ça, ce n'est pas sans limite. Puis, je veux dire, ça me fait penser à l'histoire de ce jeune chef d'entreprise à qui la tante avait, qui était retraitée de l'éducation nationale, avait prêté la somme de 100 000 euros pour lancer son entreprise, sauf que la tante avait oublié de lui dire que j'attendais de signer un compromis et que dès lors que mon compromis serait signé, dans les 3 mois, il fallait me rembourser les 100 000 euros pour faire mon apport pour investir, puisque maintenant que je suis à la retraite, je veux ma cadre, etc. Donc, vous connaissez des cadres. Cette musique-là. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment l'exemple de ce chef d'entreprise qui s'est retrouvé coincé au bout d'un an parce que la tante, il fallait lui rembourser ses 100 000 euros et il n'avait pas ces 100 000 euros parce qu'il avait investi malheureusement dans des cycles d'exploitation un peu longs. Donc, voilà une difficulté. Alors, c'est vrai que ce crowdfunding dont on parle, donc crowdfunding qui est financement par la foule ou par, je dirais, les particuliers, si on peut, ce qui n'a rien à voir avec Crowd-Réunion, je le rappelle pour ceux qui éventuellement savent que je suis Crowd-Réunion, donc ce n'est pas nous qui l'avons financé, qui l'avons créé cette expression-là. Ce crowdfunding, il peut représenter une solution alternative au financement classique. Donc, je pense qu'on reviendra plus en détail sur toutes ces questions-là. Mais ce qu'il faut, et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on m'avait donné 5 minutes et j'avais dit à Jean-Marc que si ça va, il faut continuer. Je peux continuer, ça va. Vas-y, tu as encore un peu de temps. C'est intéressant. Voilà. Merci. Non, mais je veux dire, je vais pouvoir conclure en disant que ce qui est important aussi de dire ici, de rappeler, parce que vous m'avez demandé mon sentiment sur la situation donc des entreprises et des petites à La Réunion, qui est aussi important de rappeler que si on veut que ces dispositifs de financement alternatif fonctionnent, il faut aussi, je dirais, accompagner, conseiller, éduquer, si je peux même permettre l'expression, et je l'emploie avec, je dirais, toute comment dire ça, avec toute mon estime pour les chefs d'entreprise, avec effectivement toute ma considération, mon respect, mais il faut éduquer les chefs d'entreprise pour que finalement ils soient demain prêts à ouvrir ces livres. Bon, d'abord, il faut qu'il ait sa comptabilité, et sa comptabilité, bien sûr, tenue par un professionnel. Je rappelle, Jean-Marc, on ne le dit jamais assez, il faut aller voir des vrais professionnels que sont les experts comptables. Et ça, malheureusement, à La Réunion, on n'a pas toujours ce cas-là. Donc, méfiez-vous quand même des faux conseils. Donc, les vrais conseils, ce sont mes confrères, ce sont les experts comptables. Donc, il faut aller les voir pour qu'on puisse disposer aussi de chiffres qui soient fiables, certifiés par un expert. Et ça, c'est important. Parce que si vous vous engagez dans cette démarche en tant que chef d'entreprise, il faudra ouvrir vos livres, il faudra rendre des comptes, il faudra faire ce qu'on appelle le reporting. Et cette culture du reporting, cette culture de partage de l'information, n'est pas toujours très développée dans la petite entreprise. Vous savez, à La Réunion, la transparence, c'est bien pour les autres, c'est un peu moins bien pour moi, parce que je ne veux pas que mon voisin, je ne veux pas que mon concurrent, je ne veux pas que X, Y, Z sache quels sont mes niveaux d'activité. Parfois, on sait aussi pour cacher ses pertes et sa misère qu'on ne le fait pas. Donc, il faut faire attention à bien être disposé, à ouvrir, effectivement, bien sûr, dans le cadre d'un secret partagé, les éléments financiers, comptables, pour pouvoir rassurer surtout. D'abord, rassurer ceux qui, comme vous, allez accompagner l'entreprise et mettre en place des solutions adéquates. Et demain, rassurer aussi les investisseurs, ceux qui accompagnent et prennent des risques à ce titre-là. Donc, il faut vraiment le rassurer. Et moi, je suis parfois profondément étonné quand je vois certains chefs d'entreprise, je ne donnerai pas de nom, rassurez-vous, qui me disent, et quand je leur demande, quand on discute avec eux, ils me parlent de leurs difficultés. Et quand je leur demande leur niveau de chiffre d'affaires, ils ne sont même pas capables de vous dire quel est le niveau de chiffre d'affaires. Votre résultat de l'année dernière, même parfois, ils l'ont dit, ils ne s'en sont pas occupés. Donc, on a un énorme rôle à jouer sur la pédagogie. Vous dites vrai, monsieur Abdoulallah. On est là pour justement accompagner cette pédagogie qui est nécessaire aujourd'hui. Voilà. Et donc, de toute façon, j'en ai fini. Donc, moi, je suis ravi, effectivement, que vous partagiez cette analyse que je fais au quotidien lorsque je rencontre des chefs d'entreprise. Et tout à l'heure, Jean-Marc a dit que j'étais aussi à l'UNAPL, donc de création de services au centre, et on a l'occasion de rencontrer aussi au sein de l'UNAPL des chefs de petites entreprises. Et à l'occasion des discussions que nous avons, toutes ces notions de gestion, de comptabilité, elles doivent être connues parce que c'est important. Je dirais que quand vous conduisez votre voiture, quand vous prenez votre voiture, vous vérifiez que vous avez au moins assez d'essence pour aller sur Saint-Pierre ou dans l'Ouest. Vous voyez que si
vous vérifiez quand même. Alors, vous avez des tableaux de bord, mais ces tableaux de bord-là, il faut les mettre en place dans l'entreprise aussi. Et ça, nous sommes, les professionnels sont là pour les aider. Voilà, je pense avoir été peut-être complet sur un tableau, mais enfin, je peux tenir des heures sur cette question-là, vous le savez. Clair et synthétique, et on aura l'occasion de revenir sur ces échanges-là, Merci. évidemment. Al, merci beaucoup. Alors, évidemment, c'est des questions qui mériteraient un petit peu plus de discussion. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et je voudrais justement revenir un tout petit peu sur cette notion d'écosystème. C'est-à-dire que Vincent, Jean-Marc, vous êtes en train de nous dire qu'on est à l'aube de la création d'un nouvel écosystème, un écosystème qui pourrait s'apparenter à de l'économie circulaire, un écosystème vertueux, qui mettrait donc en scène à la fois des investisseurs locaux et des entreprises locales qui auraient des besoins. On est là-dessus ? Oui, c'est bien l'idée. On ne va rien inventer. C'est le modèle anglo-saxon et le modèle germanique. Vous savez, je suis belge, j'ai une culture germanique importante. On peut transposer ce modèle ici. Il y a un travail à faire. On parlait d'éducation, c'est important. Aujourd'hui, on est en plein changement de paradigme. Donc, je pense qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. On a d'un côté les investisseurs, pour lesquels il s'agit d'une vraie opportunité, mais qui va de mise également avec un engagement sociétal. Ça porte son poids. Et bien sûr, d'une prise de risque qui doit être minimisée, on y reviendra, et en tout cas bien calibrée. Ouais. Très bien. Justement, cette prise de risque est une notion très, très importante pour nous ici à La Réunion. Comment vous pourriez déterminer aujourd'hui les entreprises éligibles, ou en tout cas les entreprises finançables concernées par ce dispositif ? Alors, Joanne, je vais juste me permettre de partager un petit slide qui va vous permettre de comprendre un petit peu la problématique du crowdfunding et comment on pense arriver à créer cet écosystème. Alors, merci Vincent. Je vais juste partager mon écran et vous me direz si vous voyez. On est là, je partage. Et je vais mettre le slide. Donc, voilà. Donc, il s'agit de la plateforme. Voilà, Albus Financement sera la plateforme donc, qui est spécialisée, dédiée aux entreprises réunionnaises et aux investisseurs réunionnais. Je vais juste reprendre un petit point sur le schéma et le financement de la dette privée. Je trouve que ce slide est intéressant. Parce que ça nous permet de voir la problématique de financement de la PME et de la TPE. C'est des données de la Banque de France. Et ce qu'on voit très rapidement, c'est que les grandes entreprises, donc le petit b, on voit qu'ils ont tendance à se financer par de la dette privée à 75%. Et c'est de la dette obligataire essentiellement. Et plus on va aller dans la taille de l'entreprise, on va descendre dans la taille de l'entreprise et plus on va donner une part importante à la dette bancaire. Et finalement, cette dette bancaire va permettre, en fait, aujourd'hui, l'objectif, ça serait de créer cet écosystème autour de la dette privée et pour que on puisse en fait créer un schéma qui puisse ressembler au financement des grandes entreprises. Les risques, et donc pour revenir sur les risques, évidemment, les risques d'un financement, il y a un risque intrinsèque, évidemment. On a le risque intrinsèque de l'émetteur, donc pour l'investisseur qui pourrait investir dans une non-cotée, on aurait aussi le type et la nature d'investissement. Et lorsqu'on parle de nature d'investissement, c'est dans quel type de produit on va investir. Et dernier, le risque de la dette. Donc, risque de la dette, et c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est évidemment le risque d'illiquidité, parce qu'évidemment, nous sommes sur un écosystème où on a affaire à une entreprise, un porteur de projet qui va émettre, on va dire, une dette au profit des investisseurs qui seraient intéressés à placer dans cette entreprise ou ce porteur de projet. Évidemment, on va analyser le risque.
Donc, voilà un petit peu le schéma. Et le risque de la dette, c'est le risque de défaut, évidemment. Le risque de défaut, c'est l'essentiel. Et donc, voilà un petit peu le schéma. Dans le domaine d'intervention, de ce que souhaiterait apporter Albius Financement, c'est d'accompagner les entreprises sur plusieurs cycles. Évidemment, sur le financement dans l'entreprise et plusieurs types d'activités, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur des actifs circulants et que ce soit sur de la dette classique. Évidemment, donc je vais rapidement passer sur la partie, on va dire, critères d'éligibilité pour l'entreprise en elle-même. Donc évidemment, entreprise, on va dire, française implantée à La Réunion. L'objectif pour nous, c'est d'avoir vraiment cet écosystème à La Réunion. On sait qu'en métropole, on a pas mal de plateformes métropolitaines qui interviennent très bien sur le territoire. L'idée, c'était de répliquer en fait cet écosystème à La Réunion. Donc, entreprise implantée à La Réunion, 3 ans d'ancienneté avec 2 bilans, un chiffre d'affaires autour de 250 000 €, un net dette et sur excédent brut d'exploitation inférieur à 3, et du cash flow positif et des résultats et des fonds propres positifs. Évidemment, on peut éventuellement partir sur des financements de projets, de la reprise. On est sur un schéma, on va dire, sur mesure. Donc, évidemment, on va partir sur un schéma d'entonnoir où créer l'écosystème aujourd'hui, c'est de rassurer les investisseurs parce que, encore une fois, cet écosystème ne peut pas exister si nous n'avons pas d'investisseurs en face. Les investisseurs ont, eux, besoin d'être assurés. Être assurés, c'est d'avoir quand même certaines entreprises qui sont stables, avec des projets de développement, avec des projets de croissance. Et donc, on va justement créer cette économie circulaire qu'on peut mettre entre parenthèses, évidemment. Mais une fois qu'on aura financé le besoin d'une entreprise, on espère que cette entreprise ira sur de la création d'emplois et donc du bon pour l'économie réunionnaise. Donc, ça veut dire, Vincent, qu'il y a des vraies valeurs et des vraies notions d'éthique sur ce dispositif. Oui, je pense. Moi, je peux juste me permettre d'intervenir quelques instants. Vincent et moi, nous attachons énormément d'importance à la partie éthique. Alors, l'éthique, c'est pas que le projet, le produit, le secteur d'activité. On ne va pas, par exemple, intervenir dans des secteurs qui ne sont pas en phase avec les besoins fondamentaux de notre civilisation, qui a besoin d'avancer, par exemple, sur l'écologie massivement. Comme tu le disais, Vincent, c'est quel sera l'impact au niveau de la création d'emplois locaux. Et puis, c'est surtout, on insiste également, l'éthique même du chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est aller aider les chefs d'entreprise qui ont de vrais projets, de bons projets. On ne va pas aller aider des entreprises qui ont déjà accès à un pipe suffisant. Donc, c'est l'éthique. Vraiment très, très important. Absolument. J'ajouterais même, on n'est pas dans un monde des bisounours, mais on attache aujourd'hui de plus en plus d'importance à l'humain qui se cache derrière une action entrepreneuriale. Donc, cette notion de sens et d'éthique a évidemment tout son sens aujourd'hui. Tout à fait. Alors, donc, pour rebondir, évidemment, voilà, donc l'éthique, c'est un point important. On est sur un schéma d'économie, on va dire, responsable et solidaire. Et surtout, on va essayer de sécuriser au maximum les investisseurs et donc et d'accompagner le mieux possible les porteurs de projets. Donc, juste pour revenir, voilà, si vous voulez, à l'écran, la synthèse, en fait, aujourd'hui, de notre premier périmètre d'intervention et accompagner, en fait, la TPE, PME dans tous les secteurs, donc évidemment, avec cette notion. À partir de 50 000 €, on pourra réfléchir sur du type de financement qui pourrait être amortissable. Évidemment, la sécurisation, ce sera en fonction des projets, en fonction des actifs ou des garanties que le porteur de projet pourra mettre en face. On sera aussi donc sur un deuxième point sur du financement d'actifs de financement sécurisé cette fois-ci
auprès d'un schéma qui est un peu innovant, on va dire, sur de la fiducie de sûreté. Je laisserai Jean-Philippe peut-être intervenir sur pour qu'il puisse nous donner un petit peu l'horizon et le schéma qu'on a privilégié sur l'innovation. Et évidemment, sur le troisième point, la partie promoteur immobilier, où voilà, on est sur les types de garanties qu'on pourrait demander. Alors, les types de garanties, on pourrait assez facilement dire, mais quel est l'intérêt par rapport à une banque? Aujourd'hui, notre schéma, c'est vraiment aller de sécuriser nos investisseurs. Je vais toujours revenir sur ce point où on est sur l'écosystème et sans sécurisation des investisseurs, sans que l'investisseur lambda, qui peut être vous et moi, où on va pouvoir investir dans une entreprise, on soit aussi serein dans nos placements et qu'on puisse pouvoir dire, on a commencé un premier schéma, on a prêté un premier ticket, et au lieu de reprendre mon ticket, je vais pouvoir réinvestir et donc créer cet écosystème. Donc voilà un petit peu. Je pourrais maintenant peut-être passer un petit peu la parole à Jean-Philippe pour que… Exactement, tu me tends la perche, Vincent, je te remercie. Effectivement, je souhaiterais maintenant donner la parole à Jean-Philippe Bourtier, qui est à la fois président et fondateur de la fameuse plateforme Les Entreprêteurs. Alors, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, petite question fondamentale. Comment vous faites pour à la fois sécuriser les investisseurs et en même temps dénicher les meilleurs projets? Ça paraît compliqué, non? Oui, effectivement, c'est un défi. Et pour répondre à la question, je vais commencer juste par expliquer comment on est amené, mais vous allez comprendre, ça amène ensuite le reste de la réponse, comment on est amené à travailler avec Vincent. En fait, on est, nous, une plateforme située effectivement en métropole, et on existe depuis maintenant 5 ans, puisqu'on a été créé en 2016. Et on a très vite fait le constat que notre métier, c'était un métier de terrain. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on est derrière un écran. Donc, il va falloir concilier, entre guillemets, le fait de dire on a des outils. Ces outils permettent de faire un certain nombre de choses, donc les collectes, tout ce qu'on a expliqué auparavant. Il n'empêche que derrière, c'est beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de choses aussi, d'innovation qu'il faut mettre en place, parce que c'est une innovation de process, une innovation… Même on bouscule un peu aujourd'hui, si vous voulez, les métiers traditionnels, y compris juridiques, pour, en quelque sorte, adapter des solutions qui existent depuis très longtemps pour des grandes entreprises et que l'on est en train de rendre accessibles à des plus petites entreprises. Pour que cela puisse être possible, il y a quand même des contraintes, puisque forcément… les gens qui travaillent dans l'univers de la sécurisation, c'est quand même souvent des avocats, des entreprises spécialisées, il y a quand même des coûts d'intervention. Donc, une des manières de pouvoir faire les choses au niveau de la sécurisation, si vous voulez, c'est déjà de permettre d'avoir, pour une entreprise donnée, une entreprise qui a besoin de recours récurrent au financement, de mettre en place une ingénierie qui soit adaptée à ce besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas pouvoir forcément mettre le même niveau de sécurisation pour une entreprise qui vient faire appel à nous que pour une seule fois. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup trop cher, pas adapté. Mais dans ce qu'a expliqué Vincent, on peut être amené à financer des besoins je dirais, circulants, du BFR, ce genre de choses. Et on peut, en fait, on verra à chaque fois, c'est du cas par cas. Ça demande, et ça, il faut être conscient aussi sur le départ, ça demande du temps d'analyse. En fait, on fait pas, je dirais, on n'est pas sur un site où on dépose son dossier et dans 48 heures, on a une réponse. Ça existe, très clairement. Ce n'est pas notre positionnement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la sécurisation en disant « je fais de l'abattage ». Ceux qui peuvent le faire, et ils sont certainement très bons, mais personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui peut croire ça. Moi, j'ai travaillé avant de lancer les entrepreneurs en fonds d'investissement, en banque de financement. Et en tant que tel, on sait que tout ça, ça demande du temps. Mais maintenant, une fois qu'on y a consacré le temps nécessaire, qu'on a mis l'ingénierie qui allait, effectivement, on peut avoir un niveau de sécurisation assez intéressant. Je vais prendre l'exemple de la fiducie sûreté, qui est effectivement un peu l'innovation de marché que l'on a mise en place
récemment. Alors, le schéma que vous voyez ici, et on va dire, on l'a mis en avant parce qu'effectivement, il vous montre que c'est de l'ingénierie. Pour autant, il faut retenir 3 critères simples pour bien comprendre que ce n'est pas une usine à gaz que l'on met en plus en avant. Pour faire simple, quand une entreprise fait appel au financement, le créancier qui prête n'est pas du tout prioritaire en cas de défaillance de l'entreprise. Il est créancier qu'on appelle chirographaire, c'est-à-dire qu'il va passer après, je dirais, les salariés, bien évidemment, l'État, les organismes sociaux et compagnie. Ce qui fait que bien souvent… Ça semble assez normal. Voilà. Bien souvent, il n'a absolument aucune chance de pouvoir récupérer sa mise. Or, ce n'est pas non plus un actionnaire. Puisque ce que l'on parle ici, ce que l'on fait ici, ce n'est pas de l'action. On fait vraiment de l'obligation. Et on peut quand même se dire qu'un obligataire n'a pas envie de prendre le même risque qu'un actionnaire. Or, dans les faits, pour les TPE-PME, la limite, elle est vraiment très ténue. Donc, la manière de pouvoir se dissocier de ce critère de risque, c'est de mettre en place des outils, et notamment les fiducies à cette spécificité de créer ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que c'est un élément d'actif de l'entreprise que l'on vient déplacer de l'entreprise pour le mettre dans un contrat, dans une coquille, si vous voulez. Et cet élément d'actif, si jamais il arrive à un problème, eh bien, les créanciers autres que les prêteurs ne pourraient pas venir le capter. Ça veut dire que quelque part, si jamais il y a un problème, on a la capacité potentiellement de mettre en œuvre l'exécution forcée de cette fiducie et donc de récupérer, de mettre en vente l'actif qui a été mis en sécurité pour rembourser les investisseurs. Voilà ce qu'il faut retenir en quelque sorte de la fiducie. Il y a plusieurs types de fiducie. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, ça serait un peu trop long, mais c'est vraiment l'idée de ce qu'on va mettre en place. Mais je vous répète, ça c'est un élément important. On ne fait pas ça pour des opérations dites ponctuelles, pour des petits montants. Il y a une problématique à un moment donné de coût économique. Il faut qu'on soit dans une logique de marché. On n'est clairement pas là aussi, c'est un élément à bien repréciser, pour remplacer les banques. Ceux qui ont tenu ce discours ne sont plus là pour en parler aujourd'hui. C'est une petite boutade, mais c'est clairement le cas. C'est clairement vrai. De complémentarité. On va par contre essayer de faire des choses que les banquiers, je dirais, ne font pas de manière aisée. C'est-à-dire que financer de l'immatériel, ils ne savent pas trop faire. Financer des créances en germe, comme nous on le fait, ils ne savent pas forcément faire. Et donc l'idée, c'est de proposer aux dirigeants d'entreprise la meilleure solution par rapport, je dirais, à son besoin à un moment donné. Et on sait tout à fait dire à un dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas besoin de nous. Parce que c'est important de le dire, le coût quand même du financement participatif, avec derrière l'ingénierie et le rendement qu'on doit servir aux investisseurs, suppose, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une alternative qui soit bancaire. Sinon, effectivement, voilà, on n'a pas de raison d'être. Et souvent, ce que font maintenant aussi les banques, c'est un élément aussi à avoir en tête, c'est que les demandes d'apport en fonds propres sont de plus en plus importantes. C'est-à-dire qu'il y a eu des tolérances parfois sur lesquelles on ne demandait pas trop de fonds propres. De plus en plus, aujourd'hui, les banques, par rapport aux ratios dont on a parlé sur les ratios bas notamment, sur certains domaines d'activité, les fonds propres sont vraiment exigés. Et si on n'a pas cette capacité minimum d'apport en fonds propres et de complément que la plateforme peut apporter par rapport à ces fonds propres, eh bien, potentiellement, un projet ne peut ne pas se faire. Or, à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à retarder mon projet ou à ne pas le faire ou à le faire ? Et la réponse à cette question, elle tient compte dans l'analyse de la marge que vous dégagez sur votre projet. Si vous anticipez une marge suffisante pour payer, entre guillemets, le banquier, la plateforme et donc les investisseurs de la plateforme, alors je vais vous dire, faites-le. Parce que si vous ne faites pas cette opération, si vous perdez 1 mois, 2 mois, 3 mois et que vous n'avez pas de chiffre d'affaires en face, le coût, en fait, il est énorme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on ne veut pas voir quand on nous dit c'est trop cher, c'est ci, c'est là. Mais derrière, quand on ne fait rien, on ne peut rien gagner. Voilà. Absolument. Alors, c'est sûr, tu dis vrai, et on est aujourd'hui tout à fait dans la situation où on peut apprécier ce côté éthique, où on peut apprécier évidemment cette fenêtre ouverte sur les opportunités, seulement d'un point de vue concret. Qu'est-ce que ça me rapporte, moi, entreprise locale? Sur combien de temps? Et est-ce qu'il y a un coût, tout simplement? Oui. Je réponds à la question ou comment vous voulez que… Je vais peut-être répondre. Je vais peut-être répondre moi sur la partie, la question de Joanne, elle est importante effectivement. Je vais me mettre du côté
des investisseurs, puisque nous, notre rôle principal, c'est également d'aller fédérer les investisseurs et de les aider à se positionner sur ce circuit. Concernant la durée des investissements, en fait, sur toute la partie, mais je pense que vous allez revenir sur toute la partie investissement dédié au financement, par exemple, de stock ou de besoins de commandes, on va être sur des durées en général de 3 à 6 mois, des durées d'investissement de 3 à 6 mois. En ce qui concerne la partie plutôt crowdfunding immobilier, je dirais ça, la partie financement de projets immobiliers, on sera plutôt sur des durées de 12 à 36 mois. Et en ce qui concerne les tickets d'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'investisseur va pouvoir abonder à ses projets, pour les entreprises en général, on sera plutôt sur des tickets à 20 ou 30 000 euros. Et pour les particuliers, des tickets plus réduits de l'ordre de 2 000 à peut-être 5 ou 7 000 euros. En ce qui concerne maintenant les rendements, je terminerai là-dessus, les rendements qui seront proposés aux investisseurs, bon, clairement, ils sont très intéressants puisqu'on va être sur des rendements compris entre peut-être 5, 6, voire 9% suivant la typologie. Et tout ça revient à tourner effectivement sur la notion de coût. Mais là, je vais plutôt relaisser la parole à Jean-Louis et à Vincent, peut-être pour aller plus dans le détail. Jean-Philippe. Voilà. Donc, encore une fois, sur la question de bon, de toute façon, ce que ça coûte à l'un, ça rapporte à l'autre. Il faut faire. Bien sûr. Comme toujours. C'est vraiment une simplicité. Non, mais en fait, quand vous voyez derrière l'ingénierie qui est mise en place par rapport à des solutions qui n'existent pas, ce sont des opérations qui coûtent entre guillemets un peu plus cher qu'un découvert bancaire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui pour une entreprise, sauf que les découverts bancaires, avec des commissions d'intervention à tout bout de champ, par exemple, si c'est la seule alternative que vous avez, eh bien, ça finit par vous coûter très, 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 très cher pour l'entreprise qui fait appel à cette opération. Et puis, autre alternative aussi que souvent il y a dans le domaine immobilier, c'est l'ouverture du capital. Or, à un moment donné, le coût du capital, c'est finalement le gain qu'on divise entre guillemets en fonction du nombre de participants. Quand vous faites une dette obligataire, forcément, le coût il est connu dès le départ, ce qui veut dire que vous êtes en capacité de dire que la marge dégagée sur l'opération, elle ira aux actionnaires de manière assez majoritaire et puis aux autres participants de manière, on va dire, limitée et quantifiée. Et c'est vraiment aujourd'hui en fait, notre secteur d'activité, les gens ont pu vivre sans qu'il existe auparavant, ils faisaient différemment, mais il ne faut pas penser que ça leur coûtait moins cher. Et c'est justement ça que je tiens vraiment à dire. Soit ils ne faisaient pas, et donc en ne faisant pas, ils ne pouvaient rien gagner. Donc ça coûte très cher de rien gagner. Et soit ils faisaient on va dire, en ouvrant leur capital, mais ça coûte encore beaucoup plus cher que la dette. Et en fait, il faut vraiment se mettre un peu entre ces deux, je dirais, cadres d'intervention possible pour se rendre compte que la voie qu'on propose est une voie complémentaire, encore une fois, et qui n'est pas si coûteuse que ça quand on regarde un peu tout ce que ça permet de faire. Je vais juste rebondir, Jean-Philippe, sur ce que tu viens de dire et peut-être partager le dernier slide que j'ai sur la typologie de la dette et en fait où nous on se situe et quel serait, pour répondre à la question de Jean-Marc, quel serait le rendement pour les investisseurs. Donc ce slide en fait il est assez parlant parce que en fait nous on se situe dans le cadre. On va très bien, on est sur du schéma en partie sur du financement obligataire et on se situe et donc en complément de la dette bancaire qui évidemment si on a la possibilité de se financer par dette bancaire, il faut le faire et derrière compléter avec nos solutions et donc on a de la dette senior, de la dette unitranche et de la dette mezzanine. Et donc on est surtout sur du financement sur mesure, de ce qui se fait, en fait, on a répliqué en fait de ce qui fait sur le marché financier, et donc avec des coûts qui vont varier entre 6% à 9%, si on va avant jusqu'à la dette mezzanine. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que la plateforme va proposer aux investisseurs aujourd'hui. C'est ce genre de rendement investisseur, et donc ce qui pourrait coûter à l'entreprise qui est en face. Mais encore une fois, ce que Jean-Philippe a bien expliqué, c'est qu'on doit mettre en relation, on ne doit pas mettre en relation le coût de la dette bancaire et le coût de la dette du financement participatif, mais plutôt
le coût de la dette bancaire et le coût de ne pas faire le projet pour lequel on était censé développer. Et là aussi, on est vraiment dans une logique. En fait, on a de par notre rôle, on est, d'un point de vue réglementaire, conseiller en investissement participatif. Alors, c'est plus pour la partie, effectivement, je dirais, investisseur, puisque c'est un rôle de conseil au même titre qu'il y a des conseillers en investissement financier. Et on travaille beaucoup, d'ailleurs, main dans la main avec les conseillers en investissement financier, je tiens à le préciser, parce qu'on a été à l'initiative, les entrepreneurs, d'un contrat de place qui fait que aujourd'hui, grâce à nous, les CIF, donc les conseillers en gestion de patrimoine, peuvent être rémunérés par la plateforme pour les encours qu'ils apportent. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Il a fallu qu'on pousse auprès de l'association, la plus importante association de conseillers en investissement financier, et de l'AMF en même temps pour, je dirais, obtenir ce cadre-là. Ça, c'est juste pour une petite précision des faits. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on visera toujours à optimiser le coût de financement pour l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier que bien souvent, quand on regarde le financement global d'une entreprise, nos solutions, en termes de volume, ne vont pas représenter souvent plus que 20 à 30% du coût global de financement, ce qui veut dire que le coût pondéré du besoin de financement va être aussi lissé entre le faible taux bancaire d'un côté, certes le coût un peu plus important de la plateforme, mais je dirais, dans une logique de pondération, on va arriver à un coût du financement qui reste raisonnable. C'est oublier aussi qu'il y a patient. Alors, tant mieux, et d'ailleurs que les taux bancaires soient assez faibles, et d'avoir cet accès complémentaire à du financement qu'on appelle chez nous structuré ou dette privée sécurisée, parce que, en tant que tel, ça permet de rendre les choses beaucoup plus accessibles, sans avoir besoin de faire moins de levée de fonds qu'il y avait encore un certain temps. Et puis, je dirais, voilà, les entreprises, il y a encore quelques années, s'endettaient avec moins de souplesse sur des taux beaucoup plus élevés. Et je pense qu'on a aussi un peu oublié ce temps qui n'est pas si lointain que cela. Et on a aussi des tensions aujourd'hui inflationnistes qui remontent par rapport à des programmes, comme vous le savez, je dirais, de relance, qui potentiellement aussi pourront amener demain un peu plus d'inflation. Et donc les taux bas, je ne les vois pas remonter à court terme, mais ce n'est pas non plus, entre guillemets, une fin en soi. Ça peut toujours évoluer. Quoi qu'il en soit, on est sur le qui-vive et c'est important, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, j'ai envie de vous dire merci à tous les quatre, messieurs. On arrive tout doucement à la fin de l'exercice. Je voudrais tout simplement… Joanne, si je peux oui, juste interagir là sur ce qui a été dit. En réalité, on voit bien, et merci pour ces explications, mais ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que en 2021, à La Réunion, mais un peu partout, je dirais, dans les économies développées, le véritable enjeu de la relance, ce sera le financement. Et là, on est au cœur du rebond, on est au cœur de la relance. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les statistiques, on en a un peu parlé, depuis un an, l'endettement des entreprises françaises et réunionnaises a explosé. PGE, report de dette fiscale et sociale, non-paiement des charges, etc. On est passé, vous avez des études qui disent qu'on est passé, on a augmenté de 25% de la valeur ajoutée des entreprises en termes d'endettement. Et on voit bien, parce qu'à La Réunion, quand je parle à des chefs d'entreprise, on n'a pas trop d'appétence à l'endettement. Et les entreprises, quand vous voyez qu'il y a à peine 7000 entreprises réunionnaises qui ont souscrit à un PGE, ça veut bien dire que soit elles n'ont pas droit à ce PGE, soit les chefs d'entreprise ne veulent pas accroître leur endettement. Et on peut les comprendre parce que traditionnellement, c'est vrai que ce n'est pas l'attitude du chef d'entreprise à La Réunion. Qu'est-ce que fait la petite entreprise réunionnaise lorsqu'elle a des difficultés financières? Elle va d'abord tirer sur le créancier le plus facile. Je dirais, c'est les créances fiscales. D'abord, elle ne paye pas ses cotisations sociales, elle ne paye pas ses cotisations fiscales. Après, elle va commencer à ne pas payer ses fournisseurs et puis elle va tirer aussi sur le crédit associé, sur l'apport des associés. Et la banque, elle va aller voir la banque finalement avec un temps de retard. Et ce qu'on a dit est également très intéressant parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui sont en quasi-cessation de paiement, en quasi-difficulté. Et Vincent, tout à l'heure, parlait du fonds de retournement, donc il faut absolument étudier la pertinence de la mise en place à La Réunion, parce que ça, je dirais que c'est des choses qui vont nous manquer. Alors, par rapport à ça, moi, il y a
il y a 2 commentaires, 2 réactions. D'abord, premier commentaire, c'est que tout ce que je viens de vous dire va avoir une incidence sur la notation, sur la cotation financière. Parce que l'endettement qui s'est accru au cours de l'année 2020 avec le Covid va forcément jouer sur la cotation d'entreprise en matière bancaire. Et donc, ça va forcément créer et accroître le risque. Et ce qu'on a fait comme proposition, et là je reprends une proposition de l'Ordre national des experts comptables, c'est de vraiment pouvoir isoler cette dette qui vient du Covid dans un compte particulier qui soit carrément considéré comme des quasi-fonds propres pour pouvoir améliorer finalement la structure financière et les ratios financiers, et cette dette qu'on isolerait, qui serait constituée du PGE, de tous les reports de dette fiscale et sociale, des reports aussi des charges qu'on n'a pas payées, elle serait étalée sur 10 ans. Et on a même sollicité, alors ça fait partie des 50 propositions de relance que nous avons publiées au niveau national, on a même sollicité peut-être la transformation du PGE pour les entreprises les plus viables en subvention. Alors là-dessus, je sais qu'on n'a pas été trop entendu par Bercy, mais oui, les vrais enjeux sont là, puisque ce que Bercy nous prépare pour demain, l'après-PGE, ça va être ce qu'on appelle le PPSE, le prêt participatif soutenu par l'État. On voit bien que ça, c'est pour des cibles d'entreprises qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec, une garantie limitée à 30%. Donc, ça ne marchera pas à La Réunion, il faut qu'on se le dise. Donc, absolument, il faut trouver, Jean-Marc, ton équipe, Joanne, et vous avez une grande responsabilité, c'est de trouver des solutions alternatives. Voilà. Absolument. Donc, j'ajouterais, Al, c'est quand même un marché qui pèse aujourd'hui en Europe 700 milliards. Donc, on a forcément à La Réunion notre part à prendre. On a des talents incroyables, on a un marché ultra dynamique, très jeune, très jeune, très connecté. On est aussi élu French Tech. Donc, on a, nous, aujourd'hui, possibilité de, non pas rattraper les pays européens, mais de se dire qu'on fait tout à fait partie du jeu. Moi, je dirais que c'est la responsabilité de tout un chacun ici à se poser des questions. Encore une fois, je reviens sur ce circuit vertueux. Il y a des centaines et des milliers de milliards qui sont investis aujourd'hui dans des banques, dans des compagnies d'assurance, sur ce qu'on appelle du fonds en euros, sur des actifs qui ne servent à personne, qui ne servent à rien, si ce n'est créer un risque financier, bancaire tel que crack obligataire. Donc, la responsabilité de tout le monde ici, c'est de mettre une partie de notre épargne, une petite partie de notre épargne, de notre trésorerie de chef d'entreprise, et de l'investir sur des durées de 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans notre tissu économique local, de faire comme le font les Allemands, les Belges, les Hollandais. Ce n'est pas compliqué, mais sortons de notre zone de confort. Nous, la financière, absolument. Et nous allons montrer l'exemple une fois encore en le faisant sur les premiers projets. Les premiers projets sont déjà en train de sortir, donc vous aurez l'occasion de nous contacter rapidement et de nous poser des questions sur quels sont ces projets. Vous aurez accès à totale transparence, à la lisibilité, à la sécurisation de ces montages, mais vraiment, c'est essentiel. Si on ne le fait pas, on va faire du surplace. Et je pense que le temps des subventions et des aides, in fine, c'est terminé. Donc, ça, c'est mon avis. Vraiment. Et vous savez, je suis issu d'un petit pays. Je suis à La Réunion depuis maintenant 2005. J'adore La Réunion, mais on est dans un microcosme. On est isolé un peu de tout. Mais la planète, elle tourne, elle avance et il faut que les choses changent. Donc, changeons nous-mêmes, responsabilisons-nous. Et investissons ne fût-ce que de petites sommes et de petits montants pour tester. Et on pourra faire dans cette économie circulaire. Voilà, cette fameuse économie circulaire. Je pense que c'est vraiment très, très important. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant effectivement passer un petit moment sur la réponse à apporter aux différentes questions qui nous ont été posées. J'ai envie de vous poser une première question, puisque évidemment, c'est ce qui revient à chaque fois et c'est bien normal. Quelle est comment revenir sur la sécurisation de l'investissement? On sait, les Français sont craintifs, les Réunionnais le sont aussi. Comment est-ce qu'on peut un petit peu dépasser cette crainte et ces freins par rapport à la sécurisation des projets et de l'investissement? Vincent, Jean-Marc. Alors, allez, je me lance et Jean-Philippe va pouvoir abonder. Je vais peut-être prendre un exemple assez classique du financement d'un promoteur immobilier. C'est-à-dire que ça fait partie de nos prérogatives. Évidemment, on va regarder des critères assez standards.
C'est-à-dire aujourd'hui, on va demander aux promoteurs immobiliers d'avoir 50% de précommercialisation, avoir une offre au niveau de la GFA, et on va essayer de sécuriser les investisseurs en créant aujourd'hui un véhicule, justement, donc un véhicule obligataire qui va pouvoir aller émettre sur les marchés. Ça, c'est une condition sine qua non pour pouvoir émettre de l'obligataire, c'est d'avoir des sociétés par action. Une fois qu'on aura sécurisé cette opération auprès du promoteur immobilier, on va, dans un premier temps, auditer ce promoteur, vérifier des ratios financiers standards. Et une fois que ces ratios sont conformes à nos attentes, à nos exigences, vérifier la marge et caler en fait le coût du financement, pour le coup là, des fonds propres, qui va tourner autour de 8 à 10%, parce qu'on est sur des fonds propres, et donc accompagner le promoteur sans pour autant prendre des parts dans son actionnariat. Et pour la sécurisation, on va exiger de ce promoteur de ne pas prendre sa marge avant d'avoir remboursé, dans un premier temps, les investisseurs. On aura la sécurisation de la garantie financière d'achèvement qui va nous permettre, et donc qui va permettre à cet investisseur d'être sûr que le programme va aller jusqu'au bout et donc de pouvoir récupérer son capital. Et donc voilà, ça c'est un premier schéma de sécurisation. Un deuxième schéma pour une entreprise, ça pourrait être, on va prendre un exemple assez concret sur un dossier qu'on a travaillé avec Jean-Philippe, une entreprise qui a besoin de financer une commande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier son cycle d'exploitation. Donc, on va vérifier en fait entre le moment où il va recevoir une commande client. Cette entreprise devra passer une commande auprès de son fournisseur. Et ça arrive assez souvent que cette entreprise a déjà utilisé toutes ses lignes de crédit, que ce soit le billet à ordre, que ce soit le crédit documentaire. Donc, au niveau bancaire, elle a épuisé en fait toutes ses ressources et qu'elle a une commande qui arrive et qu'elle souhaite honorer, mais pas suffisamment de fonds pour aller et pour passer le cap en fait justement de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui va pouvoir permettre de ramener on va dire un chiffre d'affaires supplémentaire, une marge supplémentaire. Ce qu'on va essayer de faire, on va accompagner cette entreprise donc là en structurant, on va dire, un produit bien spécifique, en regardant sa supply chain, donc son cycle d'exploitation entre le moment où il va passer sa commande avec son fournisseur et le moment où il va recevoir la marchandise et il va être payé auprès de son client. Pour pouvoir sécuriser en fait nos investisseurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer en fait le bon de commande client dans une fiducie. On va aller lever les fonds auprès du marché financier pour la valeur de l'achat de la marchandise qu'on doit transférer au client. Et on va porter en fait dans cette fiducie l'opération jusqu'au dénouement. Et encore une fois, le chef d'entreprise aura accès à sa marge au moment où on aura débouclé et donc l'investisseur sera sécurisé par le remboursement de son capital. Et donc, on voit qu'on va venir en complément des banques parce que on va peut-être arriver au moment où le client, il a déjà un facturage, donc il va pouvoir émettre sa facture. Et donc, notre boulot va s'arrêter à ce moment-là. Par contre, ce facteur ne pourra pas venir travailler sur la créance en germe, qui est le bon de commande, et passer une commande donc achetée auprès du fournisseur. Donc, voilà un petit peu les schémas. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu souhaites… Très clair. Juste dire une chose pour compléter ce qu'a dit Vincent, c'est juste de dire que ce système peut être rechargeable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on reconstitue de tout de A à Z. Et l'idée, c'est vraiment de faire de ces outils, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, l'intérêt, c'est de les réutiliser, les rendre pérennes. Et donc, l'outil de fiducie dans ce contexte-là est rechargeable. Une fois qu'on a remboursé une créance, on peut en remettre une, etc., etc. Voilà, c'était juste un petit point complémentaire. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Alors, petite question de Manuel. Est-ce que c'est une cession de créance? Non.
Justement, ce n'est pas une cession de créance parce que la cession de créance est interdite en financement participatif. C'est un refinancement de créance. Ça, faut savoir que bon, les banques, même si on dit qu'on est complémentaires, les banques nous tolèrent, on va dire, façon de parler. Quand j'ai nous tolère, pourquoi? Parce que notre secteur d'activité est né d'une évolution du droit bancaire et financier. En 2014, on a fait sauter ce qu'on appelle le monopole bancaire, d'accord? Pour autant, et de toute façon, on a largement de quoi faire avec déjà ce que l'on peut faire avec tout ce qu'on vous a explicité. Mais la cession de créance, c'est donc qu'on deviendrait propriétaire de la créance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, possible en financement participatif. C'est pour ça qu'on parle bien de refinancement, notamment de créances en germe. Mais un refinancement ne se fait pas forcément avec la cession, et c'est pour ça que la fiducie, dans la mesure où on vient mettre la créance dans un endroit qui n'est pas l'entreprise, et sans pour autant qu'elle soit cédée, ça nous permet de régler ce détail de la propriété de l'actif. Super. Petite question de Nicolas maintenant. Quels sont les délais moyens de traitement d'un dossier et surtout déblocage des fonds finalement, puisqu'on est quand même sur un marché tendu, rappelons-le? Alors, là-dessus, et franchement, je vais expliciter, hein, tout dépend de la demande de financement, mais je vous explique pourquoi. Un dossier de structuration, on va dire, comme on l'a vu là, de refinancement de créances, vu on fait intervenir un tiers de confiance qui va, entre guillemets, analyser les process, va rentrer vraiment dans le détail de la vie de l'entreprise. Encore une fois, c'est pas du 48 heures et vous avez votre financement. Clairement, ça existe encore une fois sur le marché. S'il y en a qui ont des besoins urgents, ils peuvent toujours aller s'adresser à des plateformes existantes là-dessus, mais ce n'est clairement pas notre positionnement. Pour autant, on a des dossiers, on va dire, si je prends le cas de la promotion, puisque c'est un autre cas qui était cité, ça peut être beaucoup plus rapide à partir du moment où on a réuni les pièces qu'on a demandées, parce qu'on a, en fait, c'est un travail, entre guillemets, qui s'effectue, je dirais, entre le chef d'entreprise qui doit fournir un certain nombre de pièces et nous. L'étude du dossier, elle peut prendre, allez, on va dire, parce qu'en fait, il y a l'étude du dossier, bien sûr, mais il y a aussi la structuration juridique. N'oublions pas que l'émission d'obligation pour une entreprise qui se crée, il faut faire un rapport du commissaire aux comptes. Donc, tout ça, je dirais, prend un petit peu de temps. On va dire qu'il faut compter à peu près on va dire 15 jours à 3 semaines d'instruction pour vraiment être large. Et après, la collecte, ça peut être plus ou moins rapide en fonction du fait qu'on ait des partenaires, notamment en gestion de patrimoine, qui préemptent plus ou moins les opérations et qui peuvent apporter les fonds très rapidement. En fait, la phase de collecte n'est pas la plus longue, si vous voulez. Si le produit est de qualité, si le produit a bien été structuré, la collecte, elle peut se faire en quelques heures. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les dossiers, mais c'est possible et on l'a déjà fait. Ouais, exact. D'accord, très bien. Une autre question de Bertrand. Est-ce que c'est couplable avec d'autres aides de financement, d'autres fonds auxquels auraient droit les entreprises réunionnaises? Est-ce que c'est cumulable? Oui, alors tout à fait. Nous, encore une fois, on ne fait pas de la subvention. On est plutôt sur de la structuration et donc du financement obligataire ou du financement participatif. Donc, c'est cumulable, évidemment, avec tout type d'aide et c'est même cumulable avec des banques. On peut aussi bien faire partie du tour de table et des banques. Donc, clairement, oui. Très bien. Dernière petite question, et on va terminer peut-être par celle-ci. J'ai beaucoup d'interrogations sur la partie création d'entreprise, premièrement. Et deuxièmement, tout le dynamisme qu'on a localement sur la partie French Tech, Startup. Alors, création d'entreprise, oui, non. Startup, oui, non. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, question un peu vaste. Un peu trop vaste, il faudrait faire une deuxième conférence. En fait, voilà, on va dire qu'on ne se ferme pas des portes. Okay. Évidemment, il y a des projets qui méritent d'être regardés. On a cette souplesse d'avoir une palette de produits financiers qu'on pourra mettre à disposition du créateur, mais évidemment, il faudra qu'on fasse attention, justement. Encore une fois, on est sur un écosystème où on a des investisseurs qui doivent être assurés. La création d'entreprise, évidemment, on a besoin de recul, on a besoin d'expertise.
on sera peut-être un petit peu plus exigeant sur la qualité du porteur de projet. Est-ce que il porte un savoir-faire? Après, encore une fois, on va aller discuter avec les investisseurs parce que c'est possible qu'on ait un socle d'investisseurs qui serait plutôt du business angel et qui serait prêt à accompagner ce type de projet qui serait la start-up, qui serait la création d'entreprise. Donc, d'autant que finalement, Albus Financement fait partie de la FinTech. Voilà. On peut le dire. Donc, la boucle est bouclée. Clairement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je crois que c'est la fin de la conférence. Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci à tous. Je vous rappelle que tous nos réseaux relais sont là pour poursuivre l'échange. Jean-Marc, je te laisse le mot de la fin. Merci, Joanne. C'est vrai qu'on aurait pu encore y prendre du temps. Moi, je vous remercie à tous, en tout cas. C'est vrai, c'est terminé, mais ce n'est que pour mieux se retrouver tout prochainement, en tout cas. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, Al, Vincent, Jean-Philippe, Joanne, de vous retrouver. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'en fait, la Financière Investissement se tient disponible pour répondre à toutes vos demandes. Alors, ça va être également des demandes de projets de financement, mais également, surtout, j'insiste, des demandes d'investissement. Alors, pour nous contacter, c'est assez simple. Vous avez notre mail, contact au singulier @financière-investissement.fr. Vous avez également nos sites, financière-investissement.fr et puis albius-financement.fr. Vous avez également nos coordonnées, aucun problème. Important également, on vous remercie tous ici de partager cet événement. Vous allez recevoir un lien streaming prochainement. Il faut créer le buzz. Faites-le savoir à vos conseils. On parlait des experts comptables, des CAC, des avocats, des directeurs administratifs et financiers. Nous sommes tous dans la boucle, donc je compte sur vous pour partager un maximum. Et puis également, je vous demanderai de consacrer un petit peu de temps pour répondre aux sondages que vous allez recevoir tout prochainement. Ça nous aide à améliorer constamment les conférences que nous faisons. En tout cas, on se reverra très prochainement pour une nouvelle conférence Financière Investissement. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.